Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Condamnation unanime du saccage de la maison de la presse suite à un point de presse organisé par le regroupement politique Appel du 20 février pour sauver le Mali. Aussi, nous parlerons de ce vote du Mali aux Nations Unies contre une résolution non contraignante appelant au retrait des forces russes d'Ukraine. Deux sujets qui vont essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Ibrahima Keïta, malien de la diaspora établi en France. M. Keïta, merci de découvrir le plateau de l'émission Regard croisé. Merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être parmi vous. Merci à vous. Deuxième invité, Dr Amadou Albert Maïga, enseignant et premier secrétaire principal au niveau du CNT. Dr Maïga, merci d'être là. Merci Barou, premier secrétaire parlementaire. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Troisième invité, Hamidou Doumbia, il est secrétaire politique au niveau du parti Yelema et également auteur d'un livre. C'est Doumbia, merci d'être là. Merci beaucoup Oumar, merci à tous les téléspectateurs et à tous mes co-débatteurs. J'espère que nous ferons un très bon débat et que les téléspectateurs et les auditeurs apprendront de tout ce qu'on va dire ici. Quatrième invité, Cheikhna Keïta, président des Générations et Peuple Solidaire Kayereye. Monsieur Keïta, merci d'être là. Bonsoir Barou, merci pour l'invitation. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je l'annonçais tout à l'heure, comme un cheveu dans la soupe, ce lundi 20 février, un point de presse organisé par l'ancien membre du CNT, Issa Kaundim, a été sanctionné par une grosse bagarre provoquée par un groupe de jeunes excités contre les organisateurs du 10 point de presse. À en croire le président de la maison de la presse, l'AMP a subi d'importants dégâts matériels. Monsieur Keïta, votre réaction par rapport à ces saccages du haut lieu, de ce haut lieu de l'expression plurielle? Bonsoir M. Sébastien encore une fois. Je salue mes co-débatteurs. Je salue l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et d'ailleurs. Un coucou particulier à mes compatriotes maliens de l'extérieur. Tout d'abord, je commence par vraiment dénoncer cet acte de vandalisme, quels que soient les auteurs. De toutes les manières, c'est un bien commun. Cet espace fait partie des précurseurs vraiment de la lutte pour l'indépendance et la liberté de la presse, pas au Mali mais en Afrique. Donc à sa création, ce fut un très grand honneur pour ce pays d'avoir un espace comme ça. Donc s'attaquer à cet espace, c'est un sacrilège pour moi. Parce que qui dit démocratie parle de liberté d'expression, qui dit démocratie parle aussi de la presse, qui est le pilier. C'est nous qui sommes en train de minimiser un peu le rôle que joue la presse dans la stabilisation vraiment de notre pays. Sinon, c'est vraiment il joue un rôle très important. Et une fois qu'on a fini de condamner l'acte, est-ce qu'il est temps maintenant qu'on s'intéresse aux auteurs de cet acte de vandalisme? Oui, bon, les auteurs, nous sommes, puisque Dieu merci, il y a une enquête qui est en cours. Oui. Je pense que ça ne va pas s'arrêter en route. En cours de route comme les enquêtes précédentes. Il faudrait cette fois-ci vraiment que cette enquête-là va jusqu'au bout pour qu'on sache en réalité ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs suppositions. Donc de l'autre côté, ça peut être un acte prémédité par ceux-mêmes qui ont organisé ou par les tenants du pouvoir. C'est le jeu de ping-pong actuellement qui est en train de se faire au niveau de l'opinion publique. Donc il faudrait que vraiment que cette enquête-là puisse aller vraiment au bout, pour qu'on puisse savoir d'abord... Vous n'êtes pas en train d'écarter la responsabilité des organisateurs même de ce point de presse? Oui, c'est l'enquête qui va déterminer tout cela, puisque... Mais vous les soupçonnez déjà, moi je n'ai aucun soupçon. Et quand on fait une analyse, d'abord c'est la forme que moi je suis en train de dire. Maintenant, en rentrant dans le fond, j'espère que vous allez me donner l'occasion de parler un peu du fond. D'abord, en ce qui concerne la forme, je pense qu'on doit laisser d'abord cours aux enquêteurs pour pouvoir citer les responsabilités. Donc, moi, étant pas enquêteur, si je dois donner une opinion personnelle là-dessus, peut-être je vais faire un jugement qui peut être préjudiciable à long terme. Hamidou, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, en direct d'ailleurs, cet acte qu'on est en train de débattre, en tout cas ce soir.
Oui, effectivement, nous avons suivi au niveau du parti LMA. Nous avons fait un communiqué pour condamner l'acte. Nous avons témoigné de notre solidarité à la direction de la Maison de la Presse, dont l'édifice a été saccagé. Nous avons clairement exprimé notre inquiétude face à l'intolérance qui se vit dans l'espace démocratique, dans le cadre de la liberté d'expression dans notre pays. Nous avons demandé à tous les fils et toutes les filles de la nation d'être beaucoup plus tolérants. Parce que cet acte témoigne de l'intolérance et des difficultés aujourd'hui à ce que les uns et les autres acceptent leurs différences. Alors que c'est les différences qui font la beauté de la démocratie. Le parti LMA en tant que parti républicain ne peut que condamner et espère que les autorités vont ouvrir des enquêtes. Mais déjà, je pense que les organisateurs ont porté plainte. J'ai vu, pas contre X, aujourd'hui, j'ai vu un communiqué passer où ils indexent une personne, ils indexent un mouvement de la société civile et ils font des relais, ils portent plainte par rapport à cela. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont parvenus à faire. Ces genres d'enquête, c'est pas difficile. Il y avait, comme vous l'avez si bien dit, c'était en direct, les images sont visibles, c'est bien possible de récupérer les éléments avec les organes de presse qui étaient là-bas, d'identifier les personnes. En identifiant ces personnes, c'est sûr qu'on va aller jusqu'au commanditaire de l'acte. J'espère bien évidemment qu'on fera l'enquête et qu'on sera informé des résultats. Mais au Mali, c'est quand même une première. Hein? On a l'habitude de voir les forces de l'ordre disperser, en tout cas des regroupements politiques, mais c'est cette fois-ci des citoyens lambda qui se dressent contre la tenue d'un point de presse, une première au Mali. D'abord, moi, je condamne ce qui s'est passé fermement. La Maison de la Presse, c'est quand même un symbole de la République, de la démocratie et même de la liberté d'expression. Mais je ne suis pas surpris parce que celui qui était à la base l'organisateur de cet événement, qui n'est autre que Issa Kaoudim. C'était le principal organisateur. Le principal organisateur, exactement, parce que c'était plusieurs mouvements, associations et organisations de la société civile. Ce que je déplore, c'est que je sais que c'est des choses, nous sommes déjà habitués à ça, venant de sa part. Quelqu'un qui, quand il vomit, après il vient s'asseoir, il mange tout ce qu'il a déjà vomi. Et ça, c'était une stratégie, parce que quand on fait la genèse de sa sortie après sa vacance, quand il est revenu de vacances, il a commencé à sortir, il a eu un échange médiatique de la population, un échange verbal, chose qu'il n'a pas aimé. Maintenant, il fallait se donner une visibilité aussi. Et l'occasion était tout simplement bienséant de bien entendu faire cela. Et moi, je suis sûr et certain, selon les informations que moi j'ai à mon niveau, c'est que lui-même serait à la base de cet acte-là. Et moi, je le condamne fermement. Et j'espère que la justice va lui coller, en tout cas, des amendes, non seulement pour qu'il répare la Maison de la Presse, mais bien entendu qu'il puisse aussi répondre de ses agissements. Parce que ce n'est pas sa première fois. Nous avons eu à faire le M5 avec lui. Et au boulevard de l'Indépendance, c'est lui qui a dit non, faites ça, prenez ça. Et après, il est rentré tout calmement chez lui, il allait dormir. Et c'est là où les forces de l'ordre sont allées le cueillir pour l'amener encore au camp 1. Donc pour moi, c'est encore la même chose qu'il est en train de faire. Si l'État voulait réellement les empêcher de faire ce point de presse-là, l'État avait tous les moyens de le faire. Ce fut le cas à la CEMAS. L'État a empêché un regroupement au niveau de la CEMAS quand il y avait le M5. Et pire, si réellement ces jeunes-là étaient là pour le prendre, ces jeunes, comme on est en train de le dire partout du mouvement estudiantin, mais ils allaient le prendre. Mais il a attendu d'abord qu'il a tout fini, il a fini de dire ce qu'il voulait dire, le message est passé. Maintenant, il fallait passer à la victimisation et ça ne passera pas. Et je suis sûr et certain que la justice mettra la lumière sur ça. Maintenant, moi aussi, j'ai vu des gens dans les vidéos, des gens aussi qui étaient tout le temps avec Issa Kaoudim, mais qui étaient en train de se jeter des chaises. Et j'ai vu aussi des gens qui l'accompagnaient quand il était vice-président du CNT. Ils giflaient aussi des gens, portaient des coups et blessures volontaires à des gens. Donc l'enquête est là et c'est bien parti. On verra par la suite. Monsieur Keita, vous êtes preneur de cette théorie du complot ou du pompier pyromane? Je n'irai pas sur ce terrain-là. Tout simplement, moi, je constate avec beaucoup de tristesse des actes gratuits de vandalisme, des actes inacceptables, inadmissibles, intolérables de dégradation du bien public. Je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a déjà eu des précédents par rapport à ça, avec les saccages de l'Assemblée nationale, de l'ORTM, il n'y a pas très longtemps. Il est temps, peut-être qu'il est bon aussi de se remémorer de cela.
Sauf que les auteurs de ces saccages-là sont connus. Il s'agissait d'un appel du M5 qui a débouché sur ces saccages-là. Cette fois-ci, on en sait moins sur l'identité. Oui, je vais y venir. Mais n'empêche qu'il faut quand même se souvenir de ça. Mais je sais pourquoi je dis ça. Oui. Parce que j'ai tendance à dire vaut mieux prévenir que guérir. Quand ce genre de choses arrive, je pense qu'il faut prendre les devants. Parce qu'effectivement, il y avait quand même, ça comportait des risques. Je pense que personne ne peut faire feindre de ne pas le savoir. Oui, il y a une enquête qui a été diligentée. On espère qu'elle aboutira. Et moi, je suis tenté de dire que même si l'enquête est diligentée, moi, je pense qu'il est important aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai laisser-aller, c'est de faire en sorte qu'à l'avenir, que lorsque une manifestation est prévue, comme c'était le cas à travers cette conférence de presse, que effectivement, pour éviter des débordements, que effectivement l'État diligente, je dirais moi, des forces de l'ordre aussi, pour éviter peut-être des affrontements qui pourraient effectivement, qui pourraient avoir des effets, parce que en leur absence, ça pourrait avoir des effets néfastes. Effectivement, en termes d'affrontement, la situation, on sait très bien qu'elle est sensible, le contexte. Mais c'est que, s'il vous plaît, d'aucuns peuvent vous opposer la thèse suivante. Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas mieux à faire que d'aller sécuriser tous les points de presse, toutes les conférences de presse à Bamako, par exemple? Moi, je suis tenté de dire que si on veut éviter ce genre d'affrontement et éviter la dégradation, je dirais, du matériel, des bâtiments de l'État, pourquoi ne pas le faire? Mais je suis désolé, il faut le faire, mais il faut anticiper les choses. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un spectacle déplorable, effectivement, que tout le monde dénonce. Je serais tenté de dire c'est le médecin après la mort. Donc moi, honnêtement, je me permettrai pas de politiser le débat, mais c'est juste de faire en sorte que, à l'avenir, que plus jamais cela ne se reproduise. Et comme je l'ai déjà dit, identifier les auteurs, qu'ils soient sévèrement punis et faire en sorte, parce que le pays aujourd'hui a besoin très sincèrement d'apaisement. Voilà ce que j'ai à dire. M. Keita, en écoutant l'organisateur principal de ce point de presse, on a l'impression qu'ils ont déjà désigné leur coupable. Hein? M. Sidibé, je vais pas revenir en arrière, mais je dirais que j'ai toujours eu à dénoncer ici vraiment le fait que la transition malienne ne s'est pas assumée dès le départ. Oui. J'étais de ceux qui avaient souhaité vraiment une dissolution pure et simple de la Constitution. Même pas suspendre. On n'en serait pas là aujourd'hui, parce que tous les débats qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est autour de cette constitution-là. Ouais. Si elle avait été suspendue ou dissoute, tout le monde serait obligé de rentrer dans la mouture d'une nouvelle constitution 1. Kaoudim, c'est le reflet de l'effritement de la classe politique malienne, qui a plus jamais besoin vraiment de nivellement, quoi. Parce que ceux qui sont passés ont prouvé à suffisance qu'ils n'étaient pas pour le Mali, et se servaient plutôt du Mali. Dans une république normale, des personnes comme une république normale, avec une situation politique normale, des gens comme Kaoudim n'ont pas de place sur la scène politique. N'avait-il pas le droit de tenir ce point de presse? Non, il a le droit. Okay. Ce qui me déçoit un peu davantage, c'est les éminentes personnalités qui ont accepté de le suivre. C'est une déception totale pour moi aujourd'hui. Donc c'est dire que, j'ai dit que la justice est en train de faire son travail. Mais dans le fond, je pense vraiment qu'il faut que la transition, les auteurs de la transition s'assument. Si Kaoudim agit comme ça, parce qu'il sait qu'en face, il n'y a rien. Sinon qu'il y a des personnes du même calibre que lui. Sinon, normalement, organiser une conférence de presse, ça n'a rien de criminel. Il y a deux jours avant la conférence de presse, mais il y a un mouvement politico-religieux qui a été mis en place avec les mêmes objectifs. Est-ce qu'il y a eu casse là-bas? Il n'y a pas eu de casse. Donc c'est dire que, et puis ça coïncidait avec l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO. Il faut toujours victimiser, il faut toujours dire que le Mali, il n'y a pas de liberté d'expression, ceci, cela. Sinon en Guinée, on a vu, les autorités ont carrément suspendu les partis politiques. Au Burkina, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est au Mali ici, on permet à tout le monde de parler. Nous allons rester dans ce scénario-là et on ne va pas avancer. Il faut que la transition, que les institutions politiques et militaires, j'ai toujours été contre les institutions politiques qui accompagnent ces militaires-là. Ils sont de bonne foi, mais c'est des décisions politiques qui mettent les militaires dans l'erreur. Il faut un temps pour se ressaisir. Sinon, on ne peut pas avoir la majorité partie, je le dis bien, la majeure partie du peuple avec vous et avoir peur. Il faut remodeler, il faut reclassifier, il faut vraiment réorganiser une majorité politique autour de ça. Chaque groupe au niveau de la transition aujourd'hui a ses calculettes.
ils sont dans ces calculettes, à part les militaires. Sinon, nous voyons que, au point de vue militaire, je vous en prie, au point de vue militaire, la situation est en train de s'éclaircir. C'est ce travail-là qu'ils connaissent. Donc les politiques doivent vraiment se mettre ensemble pour donner une force politique crédible à la transition aux autorités militaires aujourd'hui. On a bien compris. Permettre de maintenir l'élan de redressement entamé après ces élections-là. Sinon, c'est départ cas zéro. Amidou, on parle déjà, il y a une certaine opinion qui croit à cette théorie de complot déjà. Ok, Barou, vous m'excusez, je demande à toute la population de la région de Bandiagara de m'excuser et de Kalimogo parce qu'il y a eu des décès dans cette localité et des massacres. Je tiens d'abord à présenter vraiment mes condoléances à toutes ces familles-là. Je n'aurais pas dû de Bancasse, je n'aurais pas dû placer un mot sans pour autant les rendre hommage et leur témoigner de notre solidarité. Pour revenir à la situation qui se passe, moi je ne suis pas surpris. Je pense que Albert est bien placé pour le connaître. Ils ont collaboré ensemble au M5. Je pense que c'est ensemble qu'ils ont planifié un peu le saccage de l'ORTM, de l'Assemblée nationale. Donc ils connaissent un peu leur mode opératoire. Nous n'étions pas dedans, c'est eux qui se connaissent entre eux. C'est un élément que je voulais un peu signaler en premier lieu. En deuxième lieu, pour moi, c'est un peu prématuré d'accuser les organisateurs. Laissons les enquêtes se faire. Sauf que les organisateurs n'ont pas en tout cas attendu le résultat des enquêtes pour désigner X ou Y. En fait, nous sommes dans une posture où, par exemple, mon cher ami Albert dit qu'il a des informations comme quoi eux-mêmes, les Kaoudim eux-mêmes sont à la base de cela. Et les Kaoudim ont fait un communiqué pour dire clairement, voilà, des gens que nous avons identifiés, telle personne au niveau de travail au niveau de l'AIM, au niveau de l'AIM, telle est une organisation de la société civile proche du pouvoir en place. Donc ils ont tiré cette conclusion-là. Maintenant, pour venir à M. Keïta, vous savez, moi, ce qui me fait rire au Mali, chacun choisit son incohérent, quoi. C'est là où tu dis que M. Kaoudim est infréquentable, là où tu parles un peu de son incohérence, mais ce qu'il a dit, peut-être il fait le contraire aujourd'hui. Mais ce que le Premier ministre fait aujourd'hui, il a dit tout le contraire. Et pourtant, vous le soutenez dans ces démarches-là. Pour moi, ce qui est le plus important, tu ne peux pas être avec le Premier ministre, les militaires sans être avec leur Premier ministre. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, le Premier ministre a la confiance du président de la transition. Tu ne peux pas être avec les militaires sans être avec le Premier ministre. Pour vous dire tout simplement, ce qu'il a dit est réel. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le cas de Kaoudim est une vraie illustration au début. C'est lui qui appelait à la violation de la loi. C'est lui qui demandait au président de la transition d'être candidat en violation de la charte. C'est lui qui disait que la charte n'était pas un Coran. Aujourd'hui, ça se rattrape contre lui. Ça doit être une leçon pour ceux qui sont dans la même posture que lui aujourd'hui, qui sont dans les institutions pour dire que aujourd'hui, je défends quelque chose. Si je ne suis pas avec ces personnes-là, ce principe peut se retourner contre nous. Défendons les principes et arrêtons de défendre les hommes. Arrêtons de marcher sur les lois. Parce que quand on marche sur la loi, les lois finissent toujours par nous rattraper. Et je pense que Kaoudim, il en a tiré les leçons et lui-même il dit qu'il a commis des erreurs. Et cette repentance-là mérite à ce qu'on lui accorde une seconde chance. Et j'espère qu'il va en tirer les leçons. Chacun peut commettre des erreurs. Moi, j'ai commis des erreurs d'un moment donné. Albert a commis des erreurs. M. Keïta, qui est un conseiller du PRVM Fassoko, je crois bien. Vous êtes conseiller, vous avez été élu. Vous avez été élu avec les couleurs du PRVM Fassoko, qui est un parti politique, je me souviens bien. Et vous êtes encore membre de ce parti politique. C'est une information que je viens d'apprendre. Nous avions déjà l'information, M. Amidou. Si vous avez l'information, ça témoigne un peu de la versatilité de chacun. J'étais là, aujourd'hui, je suis là demain. C'est ce que nos compatriotes n'aiment pas peut-être. Aujourd'hui, je suis avec tel parti. Aujourd'hui, je quitte tel parti. Aujourd'hui, je suis élu avec la bannière parti politique. Aujourd'hui, je fais un discours contre les partis politiques. Vous savez cette versatilité dont vous reprochez à Kaoudim là. On dit que l'archi est un modèle pour le sage. Quand il rate le milieu de la cible, il cherche la cause en lui-même. Faisons notre propre introspection et on verra que chacun d'entre nous, nous avons des choses à corriger. Ok. Docteur, est-ce que l'arbre n'est pas en train de cacher la forêt, par exemple? On est en train de débattre de cette agression des organisateurs aujourd'hui. Le message, il est là. Ils étaient
ils sont vent debout contre la nouvelle constitution. Ils réclament le retour à l'ordre constitutionnel à date. Écoutez, les deux messages sont assez clairs. Oui, c'est clair. Avant eux, il y a eu des gens qui ont eu des propos assez virulents et même plus pires envers la transition. Mais aujourd'hui, qui sont en train de défendre et de défaire tout ce qu'ils ont eu à dire. Donc nous, ça ne nous surprend guère. Nous, on est préparés moralement, mentalement et physiquement et intellectuellement à affronter toute personne qui viendra bien entendu s'opposer à la bonne gouvernance de notre peuple, à l'aspiration profonde de notre peuple. Nous y veillerons et je suis sûr et certain que nous allons y arriver aussi. Maintenant, ce que l'autre, la Kaoudim, fait, ça ne nous surprend pas. Il était avec nous au CNT. Nous, on sait qui il est, on connaît sa capacité intellectuelle, on connaît sa capacité de nuisance. Tout ce qu'il fait ne me surprend guère. Mais malheureusement, je pense que ce qu'on m'a dit aujourd'hui est vrai parce que Kaoudim, peut-être, c'est une personne qui ne jouit pas vraiment de ses facultés. On ne va pas vous laisser dire ça. Bon, ce soir. ok, donc je vais laisser ça. Peut-être le jour où il sera face à moi, je lui dirai. Oui. Parce que moi, j'ai été au tribunal pour le soutenir quand il était au CNT. Et un membre du CNT, pour nous, c'est un membre de la famille, c'est un Malien. Et il fallait le soutenir à l'époque. Mais compte tenu de beaucoup de critères auxquels il ne répondait pas, il a été éjecté du CNT. Et cela ne me surprend guère tout ce qu'il est en train de faire. Maintenant, dire qu'ils ont dit qu'il y a eu des gens du mouvement estudiantin de gauche à droite. Écoutez, moi, je l'ai vu avec des gens du mouvement estudiantin. Moi, je suis un ancien de l'AIM. Il ne connaît pas l'AIM, il ne maîtrise pas ce mouvement-là. Ce qu'il veut faire, il va y rester dedans. S'il veut amener des jeunes pour éventuellement faire un acte de sabotage et ensuite maintenant se démêler et dire que ce sont ces jeunes-là, ce sont ça, livrer des gens, il ne pourra pas y arriver. Et moi, je suis sûr et certain qu'il sera rattrapé par ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, franchement, c'est... Honnêtement, nous, c'est vraiment une goutte d'eau vraiment dans l'océan, quoi, cette histoire de Issa Kaoudim. Il y a eu des gens plus pires que lui, des hommes politiques extrêmement puissants, mais après qui se sont couchés et aujourd'hui qui sont en train de dire le contraire de ce qu'ils avaient dit. Est-ce qu'il n'est pas mieux de parler du message que du messager, par exemple? Le message, c'est le retour à l'ordre constitutionnel à date et également la renonciation à ce projet de nouvelle constitution. Déjà, pour le premier point, moi j'ai toujours dit, j'étais déjà intervenu sur ce sujet-là, et finalement c'est ce qui a été confirmé. J'avais émis de sérieux doutes quant à la tenue à date des élections. Le président de la Cour constitutionnelle a fini par le reconnaître. Sauf qu'il n'est pas l'organisateur des élections. Certes, mais il a quand même, je pense, il est peut-être une des personnes aussi les mieux placées pour pouvoir avoir un avis objectif sur la question. Et il faut voir que aussi, pour pouvoir faire en sorte que ça se tienne à date, il faut remplir un certain nombre de critères. Et quoi qu'on dise, après ça peut être l'objet de débat, pour qu'on puisse aller aux élections, vu l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, il faut le sécuriser. Il faut une totale sécurisation du pays sur le plan donc territorial, aux quatre coins du pays. Ça a tendance à être en bonne voie, mais l'objectif est loin d'être atteint. Et tant que celui-ci n'est pas atteint, de mon point de vue, vouloir les faire vaille que vaille, tant que ce premier objectif n'est pas atteint, ça serait nous amener, de mon point de vue, à faire des élections qui ne seraient pas réussies et qui feraient l'objet de toutes sortes de contestations. Ça, c'est mon avis sur ce point-là. Au niveau de la nouvelle constitution, donc je crois savoir que sa rédaction est terminée, elle est bouclée. Pour l'instant, le citoyen lambda n'a pas encore connaissance de celui-ci, parce que je crois que maintenant la prochaine étape, ce sera elle passera au niveau du président qui en prend connaissance, mais je crois savoir aussi que ça sera aussi voté au sein du CNT, non, mais il y a quand même la voie référendaire. Bon, et qui va sanctionner le processus. Qui va effectivement donner son avis du fait s'ils le sont ou pas, et après, c'est la phase ultime qui est la promulgation de ce dernier. Mais je pense que cette nouvelle constitution-là, moi, en tant que personne issue de la diaspora, je pense qu'il est important, ne serait-ce que du fait que l'on puisse maintenant faire en sorte que la diaspora ait son mot à dire aussi dans la construction du pays, dans effectivement le fait, parce que quoi qu'on dise, la diaspora n'est pas strictement uniquement là pour contribuer sur le plan économique. La diaspora aussi peut apporter sa contribution sur le plan intellectuel. Alors moi je vous le dis tranquillement ici, moi j'ai toujours dit que le développement de ce pays-là
pourra difficilement se faire sans l'apport de sa diaspora intellectuelle. Parce que je pense que les compétences sont à l'extérieur. Quand on voit le système éducatif dans lequel se trouve ici, quand on voit le niveau effectivement des étudiants ici, honnêtement je vous dis ça fait un peu peur. Mais les vraies compétences, pour moi, elles sont à l'extérieur. Non seulement ils ont les compétences, ils sont intègres, ils sont courageux. J'ai même l'impression qu'ils sont encore plus amoureux du Mali que les Maliens eux-mêmes ici. Je vous le dis franchement. Et donc ça veut dire que... On les attend ici alors. Non mais ça veut dire que, moi je vous le dis tranquillement, aujourd'hui il faut que pour cela, que les autorités en place créent les conditions d'accueil de cette diaspora-là. Et donc, bien entendu, le fait que la diaspora, je crois savoir, et si c'était le cas, si c'était validé, ce serait une excellente nouvelle, à savoir qu'il y aurait des représentants, des députés maliens de l'étranger. Donc, de ce point de vue-là, rien que pour ça, en tant que personne de la diaspora... La première mouture aussi interdisait toute candidature des Maliens à de double nationalité. Alors, de ce point de vue-là, je vais dire une chose très simple. Il faut que l'on comprenne une chose. Moi, je me considère effectivement comme je suis la diaspora, et il faut que nous fassions attention à une chose qui est très importante. Les Maliens de l'intérieur ne sont pas d'abord plus Maliens que les Maliens de l'extérieur. Il faut que l'on sache qu'il n'y a pas des Maliens à part entière et des Maliens entièrement à part que nous représentons. Parce que je pense que de mon point de vue, nous sommes complémentaires. D'accord. Voilà ce que je dis aussi à ce sujet-là. Keïta, pendant que certains sont en train de compatir à la douleur des organisateurs de ce point de presse, le gouvernement a décidé de l'annulation des passeports de certains ténors même de l'appel du 20 février. Bon, la période peut-être mal choisie. Sinon, quand on vous confie une mission, à la fin de la mission, normalement, vous devez rendre. Le timing déjà, est-ce que ça doit nous interpeller? Bon, moi, de tout le monde, la gestion d'un État, ça ne se fait pas avec des demi-mesures. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dénoncer. Et une petite parenthèse. Je ne vais pas répondre à mon frère Amidou. Mais vous êtes en train de le faire déjà. Mais je dirais quand même qu'ils ont applaudi le coup d'État. Ils sont particulièrement applaudi le coup d'État. Parce qu'ils sont présents au CNT. Yelema est présent au CNT, ça c'est clair et net, c'est ce que je sais. Donc, sinon Yelema a fait un communiqué que l'intéressé ne représentait pas les partis. C'est qu'il est sûr, il est parti sur le plan. Yelema, c'est ce que nous l'avons vu. De toutes les manières, nous l'avons vu, Yelema est présent là-bas, n'est-ce pas? D'accord. Donc pour revenir à la question, quand vous confiez une mission, à la fin de la mission, normalement, vous devez rendre les documents, comme on appelle, les affaires qui vous ont permis de bien mener cette mission. Oui. Peut-être que la période elle est mal choisie, mais la personne qui gère est libre vraiment je sais pas comment je vais dire, elle est libre de son bon vouloir de mieux organiser son administration. Oui. Certainement, nous ne sommes pas au pouvoir. Ceux qui gèrent le pouvoir sont dans le secret de Dieu que nous ne savons pas. Donc ils ont les raisons qui l'ont poussé certainement à faire cela. Maintenant, pour dire à mon frère, les Maliens de la diaspora, je suis Malien de la diaspora. Donc il faut oser. Ce pays-là appartient à tout le monde. Il faut avoir le courage. Et je pense que rien n'est fermé au Mali. Oui. C'est vrai, nous avons des difficultés d'obtention de certains documents administratifs qu'il faut corriger. Et cette constitution est une occasion aujourd'hui pour remédier à ces problèmes-là. Cette constitution aussi est une occasion aujourd'hui pour essayer de résoudre les problèmes depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi nous sommes toujours dans ces problèmes-là? Je pense que c'est le moment vraiment de se mettre ensemble sans vraiment démagogie, de trouver les meilleures formules pour vraiment donner un nouveau départ au Mali. En 92, la constitution, en 91, la constitution a été dissoute complètement. Donc, ceux qui ont fait cette constitution depuis 30 ans, pourquoi est-ce que le pays ne marche pas? D'accord, M. Keïta, on va vous revenir encore. Et Doumbouya, ce retrait de passeport a été considéré par une certaine opinion comme une sorte de sanction infligée aux organisateurs de ce point de presse. Peut-être que le timing peut amener certains à le dire, mais moi je ne sais pas ce qui a motivé à le faire tout de suite, mais j'ai vu quand même sur le passeport de Kaoudim que ça s'expirait dans 1 ou 2 semaines comme ça. Ouais. Bon, un passeport qui expire dans 2-3 semaines, faire un acte pour dire que on le retire, bon, je ne sais pas quelle est l'utilité, mais c'est les autorités qui savent qu'ils ont les informations. Ouais. Mais je sais quand même qu'il y a une loi qui permet quand même au Premier ministre, au président et certains de leurs membres de leur famille qui leur octroient un peu ce passeport diplomatique-là.
soit on accepte de garder la loi, soit on la lève. Mais c'est que la loi dit, il faut y aller. Pour moi, vraiment, ce n'est pas... Il y a des sujets beaucoup plus importants que ça, sincèrement. Franchement, c'est malheureusement un dossier que je ne maîtrise pas trop. J'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Ce que je déplore, c'est que des fois, il faut qu'on essaie quand même de garder nos dossiers et de ne pas les retrouver sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est normal. On donne un passeport diplomatique à quelqu'un pour une mission. Une fois que la mission est terminée, l'intéressé doit rendre son passeport. Et le président aussi de la République ou de la transition peut bien entendu délivrer des passeports diplomatiques à des gens bien entendu, s'il juge utile de le faire, il le fera. D'accord. Voilà. Keita, sur l'annulation de certains passeports diplomatiques comme celui de Issa Kaoundim et de Poulor, tous organisateurs de ce point de presse. Ça peut faire l'objet de soupçons. Le timing n'est pas bon. Oui. Je le dis tranquillement. Kaoundim n'est plus vice-président du CNT depuis combien de temps? Moi, je pense que dès lors que ce soit Kaoundim ou d'autres d'ailleurs, toutes ces personnes-là, parce que Kaoundim n'est pas le seul d'ailleurs qui a fait l'objet de cette annulation de passeport. Oui. Voilà, ne faisons pas forcément une fixation sur Kaoundim. Oui. C'est tous. À partir du moment où tu n'es plus un serviteur de l'État, parce que tu as occupé des fonctions que tu n'occupes plus, cela doit se faire de façon automatique. Et donc ça aurait dû se faire depuis bien longtemps. Et ça révèle le dysfonctionnement de l'administration malienne. C'est fort possible que ce soit le cas. Oui. Parce que moi je suis désolé, il aura fallu... les gens ne pourront pas s'empêcher de faire une corrélation entre les faits qui se sont déroulés et quelques jours après, l'annulation des passeports, donc Kaoundim fait partie sur la liste. Et de Houssine Amionguindo également. Oui, bon, comme on parle de Kaoundim, mais c'est ce que je disais, il y a toute une liste, on pourra aussi parler de... Qui est également organisateur de point de presse. Oui, exactement. Oui. Donc ça peut faire l'objet, peut-être qu'il n'y a pas de corrélation, mais on ne peut pas s'empêcher d'en faire. Donc je suis désolé de dire que de ce point de vue-là, s'il y a des dysfonctionnements de l'administration, il faut les corriger, parce que tout est sujet à politisation aujourd'hui. D'accord. Voilà ce que je dis. Et c'est important, il faut être très vigilant là-dessus. Deuxième thème de l'émission, le Mali vient de voter contre une résolution non contraignante de l'ONU appelant au retrait des forces russes en Ukraine. Et depuis, les commentateurs et autres géopoliticiens y vont de leur analyse. Ici, nos invités ont leur point de vue. Déjà, M. Keita. Mais c'est logique. Certains accusent déjà le Mali de se mêler dans... Non, c'est logique. Compte tenu de la position souverainiste du Mali face à la communauté internationale, le Mali a toujours été constant dans ses relations d'amitié avec la Russie. Donc les amis se soutiennent, c'est tout à fait normal. Sauf que le Mali a l'habitude de s'abstenir devant... Oui, mais les temps changent, les périodes, les choses évoluent. Aujourd'hui, dans les évolutions de la relation avec la Russie, compte tenu de tout l'apport aujourd'hui que la Russie apporte à cette région-là. Parce que le pouvoir, quand tu as le pouvoir, tu le fais pour le bonheur du peuple, donc tu choisis les chemins qui sont les meilleurs pour toi pour pouvoir arriver à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, les autorités de la transition pensent que la relation avec la Russie est meilleure et salutaire pour le Mali. Donc c'est tout à fait normal que le Mali soit... La Russie a d'ailleurs tout le temps soutenu le Mali au cours des débats onisiens. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils sentent, même si c'est symbolique, qu'ils sentent la présence du Mali dans leur dos. Le contraire, moi, vraiment, m'aurait vraiment étonné. Parce que quand ça chauffe vraiment, on se retourne vers ses amis. Aujourd'hui, tout l'exploit militaire aujourd'hui qui est en train d'être fait a pour source la Russie. Donc c'est tout à fait normal que quand ce pays-là aussi, selon le Mali, est agressé, c'est une agression que l'ONU était en train de faire. Selon les autorités, selon moi-même aujourd'hui, à la Russie. Donc c'est tout à fait normal que les amis, vraiment, ils sont ensemble pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc c'est ce que je peux dire. Amirou, qu'est-ce qui peut expliquer ce vote du Mali? D'abord, Barou, je ne suis pas un géopoliticien, mais je suis un soldat de la paix. Oui. Ce qui se passe, c'est que sur des questions de diplomatie, ces questions sont très sensibles. Et nous ne disposons pas de toutes les informations. Qu'est-ce qui a motivé nos autorités, sincèrement, pour une fois, à ne pas s'abstenir? Oui. Mais en tant qu'observateur, il y a un certain nombre de faits que nous devons dire pour nos téléspectateurs. Le texte en question dit quoi? Le texte qui devait être voté demande à ce que la Russie se retire de l'Ukraine. Oui. Le texte appelle à la cessation des hostilités. Oui. Le texte appelle au bon traitement des personnes, des prisonniers de guerre. Oui. Le texte qui a été soumis au vote appelle au retour de tous les internés et des civils transférés et déportés de force, y compris
des enfants. Oui. C'est sur ce test qu'il y a eu le vote. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a intérêt à ce que les hostilités continuent en Ukraine? Je ne pense pas. Mon cher ami Albert a clairement, très souvent dit que l'inflation est due, d'une part, à la crise en Ukraine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut que l'inflation continue? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, dans une posture de guerre sur un autre territoire, arrange le Mali beaucoup plus? Est-ce que ça n'arrange pas plus le Mali? Oui. Que la Russie se retire et que les hostilités cessent, oui, pour que la Russie puisse se concentrer sur le dossier du Sahel, parce que je pense qu'il commence à être un des partenaires privilégiés du Sahel. Est-ce que nos intérêts ne se trouvent pas à ce niveau? J'ai vraiment beaucoup d'interrogations, mais encore une fois, les analyses de ce type, c'est les autorités qui ont les informations. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie vient ici. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont conclu, je ne sais pas, je n'ai pas de certitude, que cette fois-ci, la Russie va aider les autorités maliennes à présenter leurs preuves contre la France au niveau du Conseil de sécurité, parce qu'il suffit juste qu'un membre permanent fasse la demande pour qu'on puisse le faire. J'espère qu'ils ont conclu cela, parce que tout le monde attend à ce que l'occasion soit donnée au Mali, qui accuse un peu la France de certaines choses, que l'on puisse exhiber un peu ces preuves-là. Mais pour moi, c'est des interrogations que j'ai et des interrogations qui méritent une réponse. Et pour une fois, je pense que le Mali a pris parti et ce n'est pas en adéquation avec ce que les pères de l'indépendance faisaient dans de pareilles circonstances. Ils ont toujours été des non-alignés par rapport à des questions d'agression, d'envahissement dans un autre pays. Mais les autorités, ils ont plus d'informations que nous. Docteur, avec ce vote du Mali, on a vu cette publication de l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, s'offusquer en disant que le Mali est en train de prendre parti dans un conflit entre puissances, finalement, grande puissance. Malheureusement, je n'ai pas lu le communiqué de Moussa Mara. Ce n'était pas un communiqué, c'était un post. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu d'ailleurs. Je ne pourrais malheureusement pas parler de ce qu'il a posté. Mais ce que je vais dire, la politique étrangère du Mali est définie par le président de la transition et est mise en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. Quand les Occidentaux ont décidé de violer délibérément l'accord de Minsk, on ne nous a pas demandé. Quand ils ont décidé d'armer encore l'Ukraine, on ne nous a pas demandé. Et quand l'Ukraine continue encore à violer l'accord de Genève sur la guerre, on n'a pas encore demandé notre avis. Et aujourd'hui, si on vient demander encore notre avis pour que la Russie cesse une opération spéciale qu'elle a entamée parce qu'elle se sent agressée, je pense que le fait de ne pas choisir est aussi un choix. Et aujourd'hui, le Mali a décidé peut-être de quitter cela et de choisir son camp, parce que oui, il y a aujourd'hui un nouvel ordre mondial qui s'installe. Et il faut faire partie de cela. Et je ne connais pas les contours, je ne connais pas le choix, ou en tout cas les motivations du chef de l'État, mais je le soutiens dans sa posture et je reste ferme sur cette décision que le Mali a prise. Oui, nous sommes contre éventuellement toutes ces batteries de sanctions, bien entendu, émanant des Nations Unies à l'encontre de la Russie. Si telle est la position du Mali, telle est ma position. Keita, nous savons que la guerre en Ukraine cache mal cette guerre entre la Russie et les États-Unis d'un côté. Est-ce qu'avec ce choix de vote du Mali, est-ce qu'on peut dire que le Mali a choisi son camp? D'abord, c'est la Russie et l'OTAN. Oui. C'est pas les États-unis. Oui. Les États-Unis, c'est le chef de file de l'OTAN. L'OTAN également, c'est les États-Unis. Voilà, parce que l'OTAN, ce n'est pas que les États-Unis. Les États-Unis, c'est le chef de file de l'OTAN. Oui. On va faire une rétrospective. J'ai entendu dire, sous Modibo Keïta, parce que c'est une question de contexte, comparant ce qui est comparable quand même. À l'époque, les pères de l'indépendance, Modibo a fait en sorte de réconcilier, pendant la guerre froide, les États-Unis et à l'époque c'était l'URSS, l'Union République Socialiste Soviétique, avec Gromyko d'un côté et George Fitzgerald Kennedy. Mais à l'époque, c'est vrai, le Mali était un pays non aligné. Le Mali, par rapport à pas mal de choses, pouvait se permettre effectivement de s'abstenir. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe que, ce qui est dommage, pour qu'on en arrive à ce que l'ONU demande maintenant le retrait immédiat donc de la Russie du territoire ukrainien, avant ça, il y a tellement eu de possibilités de négociations. Qui a bloqué ces négociations-là?
je pose juste une question. Vous pensez réellement que les États-Unis veulent vraiment une solution négociée? Parce que de cette guerre-là, il y a certains pays qui tirent profit de cette guerre-là. Les États-Unis en premier, une guerre qui n'est pas la nôtre. Maintenant, la position du Mali. Le Mali a pris une position en guise de reconnaissance vis-à-vis de ce que la Russie lui a apporté en termes d'armement militaire, en termes de renseignement. Et surtout que la Russie, à un moment donné, a posé son droit de veto pour empêcher une déstabilisation de la transition. Il faut dire les choses. Donc, de mon point de vue, voilà ma lecture du fait que c'est en guise de reconnaissance et de démontrer désormais effectivement que nous sommes des alliés fidèles, nous sommes des partenaires fidèles, sincères. Et bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, et c'était une première au Mali, que le ministre des Affaires étrangères de la Russie se déplace pour venir au Mali. Oui. Donc, il faut pouvoir interpréter, je dirais, le choix de ce Mali-là. Et par rapport à ça, c'est une question de bon sens et de reconnaissance. Keïta, est-ce qu'il y a lieu de craindre des représailles, par exemple? Mais les représailles, le Mali en subit chaque jour, avec toutes les sanctions internationales et puis ceux de la CEDEAO qui sont aux ordres de cette puissance internationale. Et quand le Mali a été agressé, jusqu'à présent nous sommes agressés par cette même puissance, par une conspiration de puissance internationale. Sinon, normalement, le territoire malien devait être libéré quand on a fait appel à nos amis, à nos anciens amis. Ils sont arrêtés au port de Kidal. Quels sont ceux qui sont à Kidal? C'est la question qui se pose. Est-ce que l'ONU a-t-elle appelé à libérer le territoire de la République démocratique du Congo, dont une partie est occupée par le Rwanda et l'autre par le M23, comment on appelle, par les Ougandais? C'est parce que c'est des territoires africains, c'est des territoires sans importance, peut-être à leurs yeux. Donc, il faut, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Oui. 1960 et 2023, c'est à peu près plus d'un demi-siècle d'écart. Le temps évolue, les réalités changent. Aujourd'hui, le Mali a décidé de s'assumer. D'accord. Donc, dans ça, il faut vraiment être vraiment constant. Quand tu choisis d'être avec des amis, ces amis qui te viennent en aide quand ils ont besoin de ton concours, minime soit-il, il faut le faire aussi. Les représentants peuvent être de quel ordre? De quel ordre? Donc c'est la question que moi je me pose. D'accord. Donc c'est sans crainte, je pense bien que c'est sans crainte que les autorités, avec tout ce qu'ils ont comme secret pour pouvoir vraiment choisir cette position-là. D'accord. Donc le peuple malien, je pense que dans son entièreté, aujourd'hui, soutient cette décision d'accompagnement de la Russie. D'accord. Et on a quand même vu l'ancien président de votre parti craindre les risques liés à un tel vote quand même. C'est qu'il a dit, c'est un ancien Premier ministre, il a le droit de donner son avis. C'est un homme politique également. C'est un homme politique également, tout comme moi, il a fait des observations. Militant de l'élément. En tant que patriote, militant de l'élément. Voilà, l'élément, c'est plusieurs courants, c'est la démocratie. Nous savons que ce n'est pas un communiqué du parti élément. Je suis en train de développer, il a fait une observation, il a fait part de ses craintes, et il a fait une proposition pour lui, ce qui devrait être la posture du gouvernement. Il est libre de le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est pourquoi je disais que moi, je ne suis pas géopoliticien. Parce que les géopoliticiens sont dans les questions d'influence, d'intérêt, d'amis. Moi, je suis dans une posture de paix dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que le retrait de la Russie en Ukraine, cesser les hostilités, parce que c'est ce que le test dit. Parce que beaucoup n'ont pas parlé du contenu du test, on parle juste du retrait de la Russie. Alors qu'il y a plusieurs éléments, des aspects qui touchent la Russie, des aspects qui touchent l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui que ces hostilités cessent et que la guerre finisse, ça n'arrange pas le monde? Nous avons des difficultés. Les Maliens, il y a l'inflation, il y a des problèmes d'engrais. Et je pense que les autorités même ont expliqué cela par le fait que la crise continue en Ukraine. Je dis que je ne suis pas géopoliticien parce que les géopoliticiens, c'est les puissances. C'est dire pour mon intérêt et pour l'amitié, je suis prêt à marcher, même si c'est pour soutenir la pire des monstruosités. Mais moi, je suis un soldat de la paix qui regarde, est-ce que le Mali, aujourd'hui,
a véritablement intérêt à ce que cette guerre se continue? Je dis non. D'accord. Est-ce que le monde aujourd'hui a intérêt à ce que ce conflit perdure? Je dis non. Oui. Et beaucoup peuvent se poser la question, est-ce qu'un retrait de la Russie, c'est synonyme un peu de fin des hostilités? Oui. Mais dans le texte, il est demandé à la Russie de se retirer. D'accord. Il est demandé à la fin des hostilités. Ça concerne la Russie et l'Ukraine. Et dans le texte, il est demandé à ce que ces innocents qui ont quitté l'Ukraine, ces innocents qui ont quitté la Russie, D'accord. que tous ces innocents reviennent dans leur pays. D'accord. Je ne pense pas que les valeurs enseignées par nos ancêtres, valeurs de paix, ne touchez pas. Je ne pense pas que, conformément à nos valeurs ancestrales, Oui. conformément à l'esprit qui a animé Modibo le souverainiste, D'accord. Modibo qui n'avait peur de rien et qui avait complètement changé la ligne idéologique. C'était un non-aligné Je pense quand pas. même, oui. C'était un non-aligné, mais Oui. il a pris des décisions très courageuses D'accord. à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons voir tous ces paramètres D'accord. pour prendre des décisions. Encore une fois, les géopoliticiens n'ont qu'à faire de la géopolitique. Nous cherchons la paix pour notre planète. Et c'est ce que nous souhaitons. Docteur Maïga, ce vote est sans conséquence pour le Mali? Je ne sais pas. C'est la crainte de beaucoup de Maliens. Ce que je souhaiterais dire, est-ce que quand l'OTAN a décidé d'assassiner Kadhafi, de détruire le Sahel, d'envoyer des ordres de terroristes, d'armer ces ordres de terroristes, envoyer ces rebelles, ces colonnes de rebelles avec des armes chez nous, tuer nos militaires, tuer nos populations civiles, est-ce qu'ils ont demandé notre avis? Est-ce que quand ils vont attaquer le reste du monde ailleurs, armer les terroristes, tuer des populations civiles là-bas, ou tuer nos populations ici, est-ce qu'ils demandent notre avis? Est-ce qu'ils nous consultent? Ouais. Moi je dirais non. Ils ne nous ont jamais aidés, ils ne nous ont jamais consultés. Et d'ailleurs, lui, il vient de rendre un vibrant hommage ici à ces 12 personnes qui ont perdu la vie et qui ont été lâchement abattues par des terroristes avant-hier ici au Mali, dans la zone de Bajangara. Cela est dû à quoi? Cela est la conséquence logique directe de l'intervention qu'a eu l'OTAN en Libye. On vivait ici tranquillement et paisiblement. Non, je sais. Je n'aime pas l'invention partout, ça vient. Non, je sais. Que ça mais soit comme de l'Occident, que ça soit de la Russie. Moi, je les ai condamnés comme toi. Je suis d'accord avec vous, Amidou. Voilà. Vous avez parlé de paix, mais c'est pour vous dire aussi que oui, il faut la paix, mais des fois, pour avoir la paix aussi, il faut la guerre, il faut montrer un rapport de force. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences des agissements de ces gens-là. Est-ce que la manière dont ils se sont mis ensemble pour armer l'Ukraine, pour aller bombarder aussi des populations civiles dans le Donbass là-bas, est-ce qu'ils n'auraient pas pu aider le Mali à bombarder des terroristes? Yad Agali qui fait partie des terroristes, des gens les plus recherchés dans le monde. Oui. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu armer notre armée ici? Est-ce qu'ils nous ont aidés? Non. La Russie aujourd'hui, elle nous a aidés, elle nous aide à nous équiper. C'est vrai, un vote de reconnaissance? Un vote de reconnaissance, je ne le dirais pas, mais je dirais un choix stratégique. Un choix stratégique parce qu'il y a un nouvel ordre mondial aujourd'hui. Nous rappelons que la Russie a déjà bloqué beaucoup de résolutions contre les sanctions contre les faveurs. Oui. Et aujourd'hui, il est bon aujourd'hui qu'on choisisse notre camp. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec la vision du chef de l'État, de son excellence le colonel Assimi Goïta. Et si on doit défendre, si on doit dire ce qu'on doit dire, on le dira au moment opportun. Amirou, il a juste vraiment, quand je dis géopoliticien, là, c'est que je suis contre vraiment ces atrocités. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe au Mali, je suis contre tout ça. Oui. Maintenant, pour revenir, c'est ce qu'il a dit est réel. Il est temps que les Occidentaux changent le paradigme de leur diplomatie. L'effort qui a été fourni pour soutenir l'Ukraine, si ça avait été fait au Mali, je pense que l'impopularité dont ils font face aujourd'hui, ça n'allait pas avoir lieu. C'est une évidence. Moi, je suis véridique. Je ne suis pas un soutien à l'Occident, je ne suis pas un soutien à la Russie. Je suis pour le Mali. Je ne défends ni la Russie, je suis ni pro-russe, ni pro-français, je suis pro-malien et pro-paix. Et pro-Yélema aussi. Hein. Bon, Yélema, bien sûr. J'adore Yélema, bien sûr. Allez-y, les représailles, est-ce qu'on doit en craindre? D'abord, quand on fait des choix, il faut être sûr d'en assumer les conséquences. C'est clair, net, précis. Il y a un choix qui a été fait, on verra. Mais moi, j'invite tout un chacun, parce que c'est trop facile de dire, de mon point de vue, de m'être largement documenté sur la question, de connaître les origines de tout ça. Et je peux vous assurer que quand on nous dit de façon simpliste, mais vraiment de façon simpliste, on prend des raccourcis pour dire que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais il faut aller à l'origine de ce problème-là, à l'origine. Et donc j'invite tout un chacun
à se documenter pour connaître l'origine. Elle ne date pas de maintenant. Elle ne date pas de maintenant. Il y a une provocation qui a été faite. Poutine l'a dit, qui remonte de très longtemps avec les accords au niveau de la Crimée. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que depuis la chute du mur de Berlin, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais qui a été amputée d'un certain nombre de pays, de petits pays. Les Ukrainiens parlent la même langue que les Russes. Ce sont des Russes. Ouais. Donc, quelque part, il faut dire, tout ça, en fait, pour lequel on n'a rien à voir, le continent africain et plus particulièrement le Mali, c'est que les États-Unis veulent toujours imposer une position hégémonique dans le monde parce que peut-être que c'est un pays qui est sur le déclin. Et donc, il y a une provocation qui a été faite et à travers laquelle la Russie a été obligée, effectivement, de se défendre. D'accord. Ça ne veut pas dire que je suis pro-russe. Et je pense qu'il faut avoir une lecture objective des choses et connaître l'origine des choses. D'accord. Après, maintenant, le Mali, qui est des représailles, peut-être, on verra bien. Le Mali, maintenant, les autorités maliennes ont fait un choix. Ils vont assumer ce choix-là. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une grande partie, de mon point de vue, une grande partie de la majorité du peuple qui soutient ces décisions qui a été prise. Et moi, j'ai tendance à dire que la reconnaissance est une vertu. Moi, je suis foncièrement reconnaissant quand on me vient en aide. Voilà. On me fait signe que je n'ai que 2 minutes à vous partager, 30 secondes chacun, pour parler de cette visite de 4 jours du Premier ministre Choguel Kokola Maïga à Ouagadougou. C'est pour raffermir davantage. Il nous revient qu'il aurait déclaré là-bas que la sécurité est prioritaire par rapport à la démocratie. Aux élections, si vous voulez. Bien sûr, pour qu'il y ait élection déjà, pour respecter, pour être légaliste, il faut qu'il y ait de la sécurité sur toute du territoire. Il ne s'agit pas seulement de la révision constitutionnelle, même pour l'élection présidentielle, il faut que vraiment le président soit élu par tous les Maliens. Il a dit vrai. Donc, oui, bien sûr, la sécurité est primordiale. Donc, c'est pour raffermir davantage les relations entre le Burkina et le Mali, qui ont déjà très bien commencé, avec les coopérations militaires qui sont entre les deux pays là aujourd'hui. Et puis, l'appui aujourd'hui que le Mali est en train de faire au Burkina en le rentrant vers la Russie, qui, nous partageons les mêmes espaces, est bénéfique. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix dans la sous-région, personne ne sera tranquille. Donc que les Maliens soient en sécurité, les Nigériens, les Burkinabés, les Guinéens, ils sont tous en sécurité. Je pense que là, le développement peut être collectif, harmonieux. Mais si le Mali s'arme, s'équipe bien et boute hors les terroristes, ils vont se retrouver dans un autre pays qui va servir de base arrière. Donc il faut que ça soit vraiment un mouvement d'ensemble. D'accord, c'est ce qui est bien compris. C'est dans ce cadre-là que je mets. Amidou, quel peut être le menu d'une telle visite de travail de 4 jours? Ok, Barou, vous avez dit que j'ai 2 minutes. Hein. Non, 30 secondes. Non, 30 secondes. Pour dire clairement que ce qui se passe, nous espérons qu'il va y avoir quelque chose de solide. Oui. Mais je voulais vraiment faire part d'une grosse erreur de communication de la part de la primature du Premier ministre, qui, dans son discours, je n'ai pas entendu un seul mot pour ceux qui sont décédés. J'ai visité la page de la primature. 8 publications de hier à aujourd'hui, aucun mot sur les massacres. Et la dernière publication date de 20h03. Aucune publication sur ces décès-là. 2 publications sur la page du gouvernement. Le massacre de Kanibonzon. Oui, sur le massacre. Je pense que des messages de ce genre de compassion, même étant à l'étranger, dans les discours, on doit le sentir. Dans les postures, on doit le sentir. Aujourd'hui, on ne doit pas voir sur la page la primature, la Kora, les folklores. Nous devons compatir et dans la communication gouvernementale, on doit le sentir. Docteur Maïga. Franchement, je ne maîtrise pas trop les contours du déplacement du Premier ministre. Mais ce que je vais dire, les 12 personnes lâchement abattues par des terroristes. Votre rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui, mais moi, je ne maîtrise pas ce déplacement du Premier ministre. Après, je pourrais bien entendu m'accaparer des éléments pour éventuellement voir ce qu'il en est. Mais là, tout de suite, malheureusement, je ne pourrais pas apporter de jugement ou de commentaire par rapport à ça. Il aurait déclaré là-bas que la sécurité après les élections. Vous me l'apprenez. Franchement, laissez-moi le temps de vérifier si réellement il l'a dit ou pas. Maintenant, je souhaiterais finir par ces mots aussi de Amidou en disant que notre peuple, nous allons y veiller. Nous allons continuer à travailler pour sécuriser nos populations et jamais au grand jamais nous n'allons abandonner nos populations. 12 morts, c'est vrai, c'est beaucoup, mais certains sont en train d'aller au-delà des 12 morts, mais officiellement, c'est 12 personnes qui ont trouvé la mort par ces actes dont les vidéos ont circulé. Et Inch'Allah, nous allons continuer ce combat contre les terroristes, une guerre imposée, une guerre qui nous a été imposée par l'Occident. Que Dieu préserve le Mali, que Dieu nous assiste et que Dieu nous donne la force encore de relever encore ce pays plus haut.
M. Keïta, sur ce plateau, vous êtes un invité, pas entièrement à part, mais à part entière. Vous avez les derniers mots de l'émission. Si c'est par rapport au déplacement du Premier ministre, j'ai cru comprendre que c'est dans cette volonté effectivement d'avoir des pourparlers dans le cadre de la mise en place d'une fédération, déjà entre le Burkina et le Mali, qui ont un centre d'intérêt commun qui est la défense de leur souveraineté et de combattre contre les djihadistes. Moi, je suis tenté de dire que autant c'est une bonne idée, ça remonte à bien longtemps, cette histoire de fédération qui a été éclatée de l'époque sous Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor et compagnie. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a un constat qui est là aujourd'hui. Quoi qu'on dise, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ça veut dire quoi? Il y a un secteur qui n'a jamais été aussi florissant aujourd'hui, c'est celui de l'armement. Et le Mali doit veiller scrupuleusement et jalousement à conserver sa souveraineté. Et je dis que les Maliens doivent rester soudés. Maintenant, cette histoire de fédération, il faut aller... Vos 30 secondes sont épuisées, M. Keïta. Juste un mot alors. Oui. Alors, je termine. Allez-y. Je suis tenté de dire, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de le dire. Moi, mon rêve est de voir tous les fils du Mali se retrouver, se redonner la main. Moi, je tiens à cette union sacrée pour être derrière la transition. Ce n'est pas une question d'être derrière Assimi Goïta, d'être derrière la transition. Et l'union fait la force, mais l'union ne se force pas. Il faut que chacun l'entende aussi. Je vous remercie. C'est aussi sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Ibrahima Keïta, malien de la diaspora établi en France, Amidou Doumbouya, secrétaire politique au niveau du parti Yelema, Cheikhna Keïta, il est président du GPS Kenyereye, et Dr Amadou Albert Maïga, enseignant et également premier secrétaire, pas principal, secrétaire parlementaire au niveau du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la France. Au revoir.